Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis entrepreneur, investisseuse en immobilier, money and life coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à révéler tout leur potentiel financier. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo, dont l'ambition est de provoquer les conversations les plus avisées et les plus authentiques à propos de l'argent. Chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui compte pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer, de vous limiter, et je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives avec des invités, pour des revues de lecture, et surtout pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cet été, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir mes plus beaux épisodes des 12 derniers mois dans une série de rediffusions estivales que vous pourrez écouter tout l'été sur la route des vacances, sur la plage, en rando ou pendant la sieste des enfants. J'ai choisi la crème de la crème des épisodes du podcast. Ce sont mes épisodes coup de cœur, ceux que j'ai eu le plus de plaisir à enregistrer et ceux que vous avez eu le plus de plaisir à écouter la première fois. L'épisode que je vous présente aujourd'hui, le numéro 60, n'a à mon sens pas eu le succès qu'il mérite. J'avais reçu Jeanne Lazarus, sociologue de l'argent, dans le podcast et j'ai eu avec elle une des plus belles conversations que j'ai eues dans ce podcast sur la façon dont notre perception de l'argent, de la pauvreté et de la richesse a évolué de façon collective et individuelle depuis les années 60. C'était sincèrement une conversation passionnante. J'ai appris énormément de notre échange. Donc si vous êtes passé à côté de cet épisode la première fois, voici une nouvelle chance de vous rattraper. Bonne écoute. Bonjour Jeanne. Alors Jeanne, je t'ai présentée en introduction, mais ce que je demande souvent à mes invités, c'est de se présenter eux-mêmes, parce qu'on dit souvent pas la même chose quand on se présente soi-même que quand les gens nous présentent. Alors comment est-ce que parce que tu as tellement de casquettes, alors tout dans le même domaine, mais j'ai envie de t'entendre te présenter brièvement comme tu le ferais dans un dîner. La première chose, c'est que je suis sociologue. C'est vraiment ça qui me caractérise. Après, je peux décliner les différentes attaches, puisque comme je suis chercheuse au CNRS, je suis dans un laboratoire qui est à Sciences Po, c'est les bizarreries de l'organisation de l'enseignement supérieur. Et donc, je suis aussi enseignante à Sciences Po. Actuellement, je dirige le département de sociologie, donc je suis très investie dans les enjeux d'enseignement. Voilà, mais c'est les deux aspects, disons, de mon travail. Quand je t'ai trouvé, et ça fait un moment que j'ai trouvé ton nom sur Internet, je me suis dit la sociologie de l'argent. Il y a vraiment des gens qui se sont spécialisés dans ce domaine-là. Comment tu en es arrivé à te spécialiser sur les questions liées à l'argent, en lien évidemment avec la sociologie? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se spécialisent dans ce domaine, et c'est pour ça aussi que ça m'a intéressée, parce que au départ, je travaillais sur la banque. Mes premières recherches, c'était sur ce qui se passe dans les échanges qu'on a à la banque, l'histoire de la bancarisation en France. Et je me suis aperçue en travaillant là-dessus qu'il y avait très 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 peu de choses sur l'argent, ou plus exactement qu'il y avait différentes recherches qui à certains moments croisaient les questions de l'argent, mais pas vraiment une sociologie de l'argent comme on a une sociologie du travail, une sociologie de la famille, etc. Donc pendant que je faisais mes recherches sur la banque, j'ai assez vite cherché à réunir tout ça. Et c'est pour ça que j'ai publié un petit livre avec Damien Deblic, euh, qui était une sorte d'introduction à la sociologie de l'argent. Alors en même temps, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent là-dessus, mais il y a déjà le premier grand livre qui s'appelle Philosophie de l'argent, qui a été écrit en 1900 par un sociologue allemand qui s'appelait Georg Simmel. Donc c'est pas une question nouvelle, et c'est quand même l'argent et la place particulière qu'il a dans les sociétés, disons, contemporaines, depuis la révolution industrielle, ça a intéressé les sociologues depuis très longtemps. Mais c'est vrai que c'est pas un objet qui apparaît a priori comme étant sociologique, parce qu'on a toujours un peu une idée préconçue que la sociologie s'intéresserait pas aux questions économiques,
et que tout ce qui a trait au calcul, aux échanges marchands, finalement, c'est pour la science économique, et que la sociologie, elle s'intéresserait seulement aux relations entre les personnes, aux institutions comme l'école ou la religion, mais pas à l'économie. Et donc voilà, donc ça c'est aussi une des raisons pour lesquelles ça m'a intéressée, parce que j'avais envie d'aller un peu au-delà des recherches habituelles. Tu sais que je me suis rendu compte en préparant que, alors moi en plus je sors de Sciences Po et tout ça m'est un peu familier. Et alors c'était il y a longtemps maintenant, ça fait plus de 10 ans que je suis diplômée, mais je me suis dit, mais c'est quoi en fait la sociologie? En vrai, j'en suis revenue à mes fondamentaux, tu vois. Je suis là en mode, mais c'est quoi exactement l'objet d'étude de la sociologie? Ah bah, c'est l'étude des sociétés humaines et des sociétés plutôt occidentales en fait, mais pas uniquement. Et donc, dans la sociologie, finalement, il y a tout. Les fondateurs de la sociologie, pour eux, c'était la discipline qui était au-dessus de toutes les autres. On avait l'histoire pour nous raconter comment on en est arrivé là, l'économie pour nous parler de la sphère économique, le droit, etc. Et puis nous, on était au-dessus à mettre tout ça ensemble. Donc, on est un peu revenu de cette prétention d'être au-dessus des autres, mais malgré tout, la sociologie, elle peut parler de tout à partir du moment où c'est dans la vie sociale. Et l'économie, ça fait partie de la vie sociale. L'argent, ça fait partie de la vie sociale. Par contre, on va le regarder un peu différemment, sans doute, de la science économique, même si, en fait, à plein de moments, on peut avoir des choses en commun qui vont nous intéresser. Mais on s'intéresse moins à comment on fabrique un prix, comment fonctionne un marché, qu'à comment les gens échangent, comment l'État organise les échanges, qu'est-ce que ça veut dire sur les valeurs, sur les règles du jeu, la façon dont on échange l'argent. Donc c'est comme ça que la sociologie va aborder le problème. Mais la sociologie, voilà, si on peut le dire très simplement, c'est la discipline qui regarde comment on vit et quel sens on donne à tout ça. Sur quoi est-ce que tu travailles? Alors, quels sont tes objets d'études en ce moment? Tes travaux portent sur quoi en ce moment? Alors, je viens de terminer, enfin, je viens de publier un livre qui s'appelle Les politiques de l'argent, qui est Mmh. l'achèvement d'un travail de plusieurs années sur les politiques publiques qui organisent l'argent des ménages. Et donc, ça va de l'organisation du système bancaire au surendettement, à l'éducation financière. Donc ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et actuellement, je travaille sur la question des femmes et de l'argent. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je démarre. Ouais. Je m'intéresse à la façon dont le féminisme pense les questions d'argent. Et donc à l'histoire, en fait, j'essaie de refaire l'histoire du féminisme autour de cet angle particulier qui est l'émancipation par l'argent, quelle place on donne à cette revendication-là par rapport à d'autres. Comment on arrive aussi à penser les questions économiques au sein du couple, au sein de la sphère économique, aussi dans le rapport à l'État. Donc j'essaye par l'argent de comprendre les évolutions du féminisme, si on peut dire, et notamment du féminisme contemporain qui a parfois l'air de pas du tout parler d'enjeux économiques. Ce qui est, en fait, c'est un peu ça le point de départ de mon intérêt, c'est que les enjeux économiques ont été longtemps très centraux, en tout Oui. cas dans les années 70, Mmh. et puis c'est comme si c'était plus à l'ordre du jour. Et alors, parce qu'il y a plein d'autres questions qui ont été mises en avant, des questions d'identité, de sexualité. Et donc, j'essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, et puis aussi de voir comment on peut conjuguer les deux, parce que je pense que les questions d'argent sont toujours des questions centrales de l'émancipation et de l'accès à être soi-même, enfin, ce que les féministes de tout temps souhaitent, c'est-à-dire que les femmes soient des sujets à part entière et ne soient pas dominées à la fois dans leur existence, mais aussi dans leur vision du monde, en ayant toujours l'impression qu'elles doivent passer par un autre
qui soit le mari, le père, le frère. Et là, les questions d'argent sont très présentes. Donc c'est ça le travail que je commence en ce moment. Passionnant. Le résultat de ton travail, c'est moi, je me fais une idée de la sociologie comme étant, tu vois, avec la tentative d'en faire un résultat ou un récit objectif, même si je ne sais pas si c'est complètement possible. Est-ce qu'il y a une thèse derrière? Est-ce que tu défends une idée? Est-ce que tu vois, est-ce que tu reconstruis un récit en essayant de montrer que? Et c'est sûr, après, on va reparler des politiques publiques parce que ça m'intéresse vachement de savoir aussi, tu vois, quelle lecture on peut faire de cette construction. Est-ce qu'on essaye de la faire la plus objective possible ou est-ce qu'à un moment donné, tu arrives à faire ressortir que à tel moment, il y a clairement une intention très marquée de l'État de faire ceci, de faire cela, d'orienter un peu de mettre à jour certaines tentatives de je sais pas, peut-être de manipulation de masse ou ce genre de choses. Est-ce que de quel côté te situes-tu? Alors, si ce que tu appelles objectif, c'est, disons, une description, par exemple, quantitative de ce qui se passe, je peux utiliser ces données-là si j'en ai besoin. Mais moi, ma façon de travailler, c'est de comprendre de chercher quelles sont les normes qui sont à l'œuvre autour de l'argent. Enfin, c'est vraiment ça que je fais depuis le début. Et donc autour de la banque, c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire comment la banque construit notre façon d'utiliser l'argent, nos représentations de ce qu'est la bonne gestion, de ce qu'est le bon rythme. Par exemple, la mensualisation, le fait que tout soit organisé autour de ça, ça a beaucoup d'effets sur notre représentation de l'argent. Donc c'est ça les résultats que j'ai. Les résultats que je produis, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces normes dans lesquelles on vit, avec l'idée qu'elles sont plurielles et on se retrouve aussi souvent à devoir jongler entre des normes diverses qui peuvent créer des contradictions, des tensions. Et pour ça, donc, ce que j'utilise, c'est des observations, des entretiens, mais aussi beaucoup de documents écrits, parce que ça peut être là aussi qu'on voit à l'œuvre la description des normes, de comment on doit bien faire, de ce qui est mal fait. Par exemple, une des choses qui m'intéresse, enfin, où j'ai trouvé beaucoup de choses, c'était les débats parlementaires autour de la construction de certaines lois. Parce que dans les débats parlementaires, on a des gens qui argumentent, qui disent ah bah non, vous pouvez pas faire ça pour telle raison. Ah bah si, monsieur, vous avez tort, etc. Et donc là, on voit à l'œuvre les normes et les gens qui vont aller vraiment au fondement des raisons pour lesquelles ils pensent que c'est bien de faire X ou de faire Y. Et c'est vraiment comme ça que je travaille, donc autour du féminisme. Euh, Comme c'est des travaux militants, évidemment, on a une construction normative. Et après, je vais regarder les différentes formes de construction normative, les débats, les évolutions, les raisons pour lesquelles, à certains moments, certains arguments sont mis en avant, ou plus ou moins. Et puis, évidemment, en regard de ça, je vais m'intéresser à décrire le monde social, à chercher des statistiques sur la répartition de l'argent, à essayer d'en fabriquer si j'en ai besoin. Alors, je ne suis pas statisticienne, donc si j'ai besoin de statistiques, globalement, je regarde ce qui existe. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Après, souvent dans les enquêtes de l'INSEE notamment, il y a des données qui sont disponibles et il faut les retravailler. Si on va sur le site de l'INSEE, il y a plein d'enquêtes, plein de travaux qui sont disponibles, et c'est pas toujours la question qu'on se posait soi à laquelle les gens ont répondu. Donc là, il faut et sur les questions de l'argent des femmes, c'est un des objectifs que j'ai, c'est d'aller voir un certain nombre de statistiques sur cette répartition de l'argent, à la fois au sein du foyer, mais aussi dans les politiques publiques. Ce que je voudrais faire à terme, c'est d'essayer de mesurer dans les politiques publiques l'argent qui va vers les femmes et l'argent qui va vers les hommes. Alors Wow, c'est pas ambitieux. forcément ça, c'est très ambitieux, ça pose beaucoup de questions, de méthodes. Mais en tout cas, voilà, peut-être que ce sera difficile de le faire, et c'est évidemment très difficile de le faire pour
tout, mais au moins de le faire pour quelques éléments très importants, comme la fiscalité, comme les prestations sociales, pour essayer en tout cas, d'avoir une idée. Il y a des travaux là-dessus, hein, il y a des travaux d'économistes plutôt, et plutôt aux États-Unis, donc c'est pas infaisable. Mais voilà, donc ça, si c'est ça qui te semble être objectif, oui, il y a aussi une partie de description quantitative, mais voilà, c'est pas plus subjectif à mes yeux de ne pas faire ça, parce que, en tout cas, je cherche pas à porter de jugement sur ce qu'il faut faire. Ok. Par, par contraste, par exemple, avec le droit, quand on écrit un article de droit, à la fin, on doit dire voilà ce qu'il faut penser de ça, Hmm. voilà ce qu'il faudrait faire. Même en philosophie, j'ai l'impression qu'en philosophie, il y a vraiment il y a un avis à la fin, on tranche, il y a. Tu vois, moi, je me rappelle de Sciences Po, thèse, antithèse, synthèse. Enfin, c'est pas qu'à Sciences Po d'ailleurs, mais il y avait cette idée qu'à la fin, après avoir mis en discussion toutes les idées et les raisonnements et les avoir exposés sur la table, on tranche, tu vois, en quelque sorte. Euh, ce que j'ai l'impression ne fait pas la sociologie. Non, la sociologie, elle donne des outils pour, disons, être plus réflexif, pour que des choses qu'on connaît déjà, dans lesquelles on baigne, on arrive à le regarder d'un peu plus loin, et si on a réussi notre travail, à ce que les personnes voient un peu différemment ce qu'elles pensaient connaître. Donc c'est à la fois très ambitieux et très modeste. Donc on n'est pas là pour dire ce qu'on doit penser sur un sujet. Vraiment, c'est pas du tout le but, mais plutôt de comprendre. Et c'est aussi notre difficulté, c'est qu'on travaille sur quelque chose qui semble très disponible. Euh, Même si on va avoir des méthodes de travail, et la statistique est une méthode pour justement couper entre ce qui semble être le sens commun et puis quelque chose qui peut apparaître plus scientifique. Donc comme ça, on va utiliser du jargon, on va mettre des calculs et on va dire, vous voyez, on est des scientifiques. Mais en fait, même sans faire de statistiques, on est quand même dans une transformation par rapport au sens commun, parce qu'on a tout un travail à la fois de recueil de données, donc de systématisation. C'est pas parce qu'une personne a dit quelque chose que tout le monde pense la même chose, donc on essaie déjà de vérifier quelles sont les choses qui sont, les pensées qui existent, les façons d'agir qui existent. Et puis après, on essaie de le mettre en forme euh, pour donner un sens, et pour essayer de comprendre pourquoi les personnes pensent comme elles pensent. Et qu'est-ce que ça veut dire, et de donner un sens plus large à tout ça, et de montrer aussi les oppositions, de montrer. Enfin, moi, je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire, parce que je pense que c'est très important de comprendre les origines de ce qu'on pense. Je pense que beaucoup de choses, par exemple, qu'on vit aujourd'hui, datent des années 60, et que si on ne comprend pas ce qui s'est passé dans l'après-guerre, dans la reconstruction, dans l'organisation économique et sociale qui a été faite à ce moment-là, en fait, on ne comprend pas aussi les reproches qu'on fait aujourd'hui à l'État. C'est parce qu'on reproche à l'État des choses que l'on estimait qu'il devait faire dans cette période de reconstruction. Et si on prenait des gens du 19e siècle, ils seraient très étonnés des choses qu'on reproche à l'État, parce que leur État fonctionnait très différemment. Donc Par exemple, qu'est-ce que, selon toi, on reproche à l'État des années 60? Bah, en fait, c'est que l'État des années 60, c'est un État construit pour protéger. Dans un monde où on a le plein emploi, où les choses étaient très très. Enfin, on sort de la guerre, on sort d'une énorme crise économique avant la guerre, donc un pays et une vie qui était très incertaine. Et la reconstruction, la construction de la sécurité sociale, mais aussi la construction du droit du travail, fait que on considère qu'on est protégé, et que la vie de chaque personne, ça va être d'aller à l'école, de trouver un travail en fonction de sa réussite scolaire,
Et puis ensuite, d'avoir une stabilité tout au long de sa vie, de pouvoir, emprunter pour acheter une maison, de pouvoir ensuite, payer les études de ses enfants, les aider à s'installer dans la vie et puis avec l'idée aussi que les enfants auront, une meilleure situation que leurs parents et quelque chose de très linéaire. Et en fait, c'est ce modèle-là c'est sur ce modèle-là qu'a été construit aussi, le système bancaire, avec cette idée de la mensualisation, avec un système de crédit qui est très centré sur le salariat et sur l'idée de la régularité du salaire. Donc quand on n'est pas salarié, on s'en rend bien compte que c'est difficile, de coller, à ces modèles. Et en fait, les demandes sociales aujourd'hui, viennent du fait que cette protection, s'est effritée. Elle n'a pas disparu, mais elle est beaucoup moins, certaine qu'elle n'était. Elle ne concerne pas tout le monde parce que justement, comme elle est centrée sur le salariat stable, si on n'est pas dans le salariat stable, on n'a pas accès à Mmh. tous ces éléments de protection. Et donc voilà, donc c'est ce genre de questions que je me pose pour essayer de comprendre, quels sont aussi les modèles de protection qui sont construits aujourd'hui. Alors, Et l'éducation oui, pardon. non, non, mais je suis fascinée par ce que tu dis parce que, alors moi, ça m'ouvre totalement quand tu dis on veut aussi faire réfléchir les gens. Alors, bah là, c'est bingo. Ce que tu dis, c'est que c'est instaurer une sorte d'hyper volonté de l'État de protéger les citoyens et créant en fait cette idée dans la tête des gens que l'État serait toujours là. Et on en voit aussi aujourd'hui un peu avec le quoi qu'il en coûte. On a vécu un gros traumatisme probablement comme la France n'en avait pas vécu, même j'imagine, j'y étais pas là, mais pendant la crise pétrolière, etc. J'ai l'impression qu'on est plus touché ou qu'on a été plus touché en 2020 avec le Covid euh, qu'on l'a pu l'être et donc dans les années 70. Euh, et en même temps, bah, on a été relativement épargné par cet État qui s'est dit bon, bah, c'est pas grave, voilà, le monde s'effondre, mais on va vous protéger, vous allez pas sentir la douleur. Euh, c'est ça le problème, c'est cet état pansement en fait. À la fois on lui reproche tout, on lui reproche de pas assez protéger, et en même temps d'autres gens lui disent bah non en fait vous protégez trop. On est dans cet état un peu schizophrénique aujourd'hui. Alors, je dirais pas que c'est un problème ou pas un problème, hein. Donc, je reviens à ma position qui n'est pas euh, de, de juger la façon dont on perçoit les choses. Moi, mon enjeu, c'est plutôt les tensions, c'est-à-dire où sont les tensions. Si on considère qu'il y a une frustration, qu'il y a une insatisfaction, d'où est-ce que ça vient? Et en fait, c'est pas tellement est-ce que l'État protège ou protège pas, c'est comment l'État protège, par quels outils. En fait, on avait un système de protection qui n'était pas que l'État, hein, qui était une protection, l'idée qu'on passe par la collectivité pour se protéger. Et c'est ça la grande nouveauté des assurances collectives, d'avoir des assurances sociales. Il y a un sociologue que vraiment j'adore qui s'appelle Robert Castel, qui, pour parler des assurances sociales, dit que c'est la propriété sociale. Et que la grande nouveauté, en fait, de cette période de construction de la sécurité sociale, c'est que toute la partie de la population qui n'a pas de patrimoine, qui n'a pas de propriété, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, elle a une propriété qui est un bout de ces assurances collectives. Et qu'on va remplacer la propriété du capital, qui est très inégalement répartie, par cette chose collective. Ce qui va faire que les inégalités de richesse, certes, seront toujours là, mais qu'elles n'empêcheront pas tout le monde de pouvoir accéder à un minimum à la fois de confort matériel et de confort social au sens de pouvoir profiter des services publics, d'avoir l'école, d'avoir la santé. Et c'est ça le modèle qui a été construit. Donc c'est pas juste l'État, c'est vraiment un modèle politiquement avec tous les partis, y compris les partis qui semblent les plus libéraux, tout le monde ayant un accord autour de ça, autour de cette idée qu'on est tous dans un chemin commun
et que ce qui fait les inégalités, par exemple, c'est l'inégalité scolaire. Ça, c'est en France complètement légitime. On peut d'ailleurs le discuter, hein, mais en France, si on a réussi une grande école, tout le monde est d'accord pour qu'ensuite on ait des positions toute sa vie supérieures dans son travail par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas fait d'études. Cette inégalité-là, elle est jugée légitime. En revanche, les inégalités économiques, elles sont jugées moins légitimes parce que on considère qu'il n'y a pas de raison que parce que quelqu'un est plus riche, il ait plus de poids dans la vie politique, par exemple. Ça, c'est aussi l'histoire d'un pays qui a fait la Révolution et qui considère qu'un homme égale une voix. Donc, on part de ça. Et cette structure-là, elle a été changée, elle a été discutée, attaquée avec aussi justement certains qui disent l'État prend trop de place, il nous empêche d'avancer économiquement, d'autres qui disent les inégalités sont trop fortes, c'est là-dessus qu'il faut agir. Mais voilà, cette protection collective et relativement apaisée, qui crée une forme de socle commun, en fait, c'est toujours à ça qu'on se réfère. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand on critique, en fait, au nom de quoi on critique. Et donc, c'est là qu'il faut aller faire un peu la généalogie pour comprendre quel est le modèle sur lequel on s'appuie en pensant que c'est vers ça qu'on doit aller. Et aujourd'hui, les modèles de protection sont beaucoup plus compliqués parce que le travail est moins stable, parce que on a aussi beaucoup développé l'idée qu'on doit se protéger individuellement, qu'on se protège soi-même, sa famille, et moins collectivement. Mais cette protection individuelle, elle est forcément plus difficile à construire parce que le principe de l'assurance, c'est que on s'appuie sur le fait qu'on est très nombreux et que les malheurs vont arriver seulement à quelques-uns, mais on ne sait pas auxquels. Donc il suffit que chacun donne un tout petit peu pour que celui ou celle sur qui ça va tomber soit protégé par le groupe. Si on est individuellement, si on essaie chacun de construire sa propre assurance, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et même le principe même de l'assurance, en fait, disparaît. Même les assurances privées, elles fonctionnent sur le collectif. Donc, donc on est en fait dans cette période où on n'a pas vraiment de théorie de quelle protection va avec le nouveau monde. Et ce qui fait qu'il y a des demandes très très disparates, mais qui quand même sont très souvent centrées sur cette question de la protection économique, mais qui ne parle pas que d'économie, qui parle de construire sa famille, de faire des projets, de se sentir membre de la société. Donc voilà, c'est autour de ça que j'ai construit le livre là, Les politiques de l'argent. Vraiment, et c'est un livre qui fait cette genèse de cette histoire de comment l'argent a été mobilisé dans la construction nationale autour de cette collectivité générale dans les années 60. Et puis, comment ça, à la fois ça dure, hein, parce que c'est pas comme s'il y avait plus de protection. Tu en as parlé pour le Covid, mais même la sécurité sociale en France continue à être bien plus protectrice que dans beaucoup d'autres pays. Et là, c'est intéressant de faire des comparaisons parce que si on compare avec l'Angleterre ou avec les États-Unis, c'est des pays qui avaient une très très forte protection sociale. On a souvent l'idée que l'Angleterre, je savais, mais les États-Unis, je savais moins. Si la période du New Deal, avant la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la crise économique, Ouais. le New Deal, c'est une façon de reconstruire le pays qui s'est effondré. On a toutes ces photos de gens qui vont à la soupe populaire. Enfin, le pays dans un état absolument catastrophique. Et on reconstruit le pays à la fois par des grands travaux, donc par l'injection d'argent public pour aussi construire plein de choses qui sont toujours aujourd'hui utiles et donner du travail à plein de monde. Et c'est aussi la période de construction d'un État social très fort, avec une sécurité sociale pour la santé, pour la retraite, qui existent encore aujourd'hui, mais qui sont devenues très très minimes, parce que en parallèle, on a aussi une protection sociale privée. Mais il ne faut pas penser que c'est des pays qui ne se sont jamais intéressés à la protection de leurs citoyens et où l'État est faible. C'est des pays où l'État a aussi voulu protéger parce que tout simplement protéger. Enfin,
on peut le voir de plein de façons. Le modèle allemand, par exemple, c'est une protection sociale très ancienne qui se construit au XIXe siècle, mais très conservatrice. L'idée à ce moment-là de l'État, qui est un État impérial, absolument pas démocratique, c'est de dire que si on veut qu'il n'y ait pas de révolution, il faut protéger les ouvriers. Donc protéger, pour l'État, c'est pas forcément toujours dans l'idée d'une émancipation ou d'une participation des ouvriers aux décisions publiques. Mais en tout cas, c'est pour un État, si on veut une sorte d'apaisement et aussi euh, de croissance économique, de stabilité du pays, ben, il y a besoin de s'assurer que les membres du pays sont correctement soignés, correctement éduqués et qu'ils ne sont pas en train de mourir de faim ou de se demander comment ils vont mettre de la nourriture sur la table tous les jours. Donc c'est pas du tout étonnant que des pays riches comme les pays d'Europe et d'Amérique du Nord aient construit des formes de protection. Cette protection dont tu parles, est-ce que on peut y voir, est-ce qu'il y avait une volonté derrière d'éradiquer la pauvreté ou la grande pauvreté? Parce que c'est intéressant ce que j'ai lu sur tes travaux et on va parler de la pauvreté après, mais la pauvreté d'aujourd'hui est absolument pas la même que la pauvreté d'il y a un siècle. Elle se manifeste pas pareil. On peut pas être autant exclu aujourd'hui, on peut pas se passer d'un téléphone, on peut pas se passer d'un frigo, ça peut plus se comprendre, on peut pas se passer d'une voiture. C'est pas la même pauvreté que celle qu'il y avait il y a un siècle. Mais est-ce que quand tu dis protéger les citoyens et se dire que ok, la lutte contre la pauvreté est un problème de société dans les années 60 et glisse progressivement vers ouais mais la pauvreté c'est peut-être aussi un problème de comportement individuel. Est-ce que c'est aussi un outil de lutte contre la pauvreté ou pas vraiment au final? Ah bah si, la construction de l'État social, c'est une façon de lutter contre la pauvreté. Parce que la pauvreté, aujourd'hui, on considère que la pauvreté, c'est les gens qui travaillent pas, qui, pour plein de raisons, soit parce que ils sont pas en état physique, soit parce qu'ils n'ont pas les compétences, soit parce que juste ils trouvent pas de travail. Mais euh, Ça, c'est une mais construction. Ça, c'est ce que tu as constaté avec tes travaux. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, le pauvre, c'est celui qui ne participe pas à la production, au travail. bah non, mais simplement en termes de seuil de pauvreté. Si on gagne le SMIC, on est au-dessus du seuil de pauvreté. On est loin d'être riche. Mais dans la construction du seuil de pauvreté dont on pourrait discuter, euh, disons que l'accès au travail, ça permet d'accéder à une situation pas forcément mirobolante, mais qui n'est pas celle de la grande pauvreté. Et ça, c'est très nouveau. Parce que au XIXe siècle, les prolétaires que Marx décrit, c'est des gens qui travaillent. Mais travailler, ça protège pas du tout de la pauvreté. Et ce que la protection sociale a apporté, c'est que quand on travaille, y compris si on est tout en bas de l'échelle, on ne soit pas pauvre, qu'on ait un minimum qui nous permet de nous loger, de se nourrir, et qu'en plus on ait accès à l'éducation, à la santé, à la retraite quand on sera vieux, au congé maternité, etc. Donc c'était l'idée de cette construction de la protection sociale, et donc avec aussi un peu l'illusion qu'on allait éradiquer l'ensemble de la pauvreté grâce à ça. Que, en fait, il y avait encore des pauvres, hein, dans les années 60, on a des textes comme ça qui disent oui, il y a encore un peu des pauvres, mais c'est temporaire. C'est un héritage de l'époque précédente, et dès que tout le monde sera rentré un peu dans le travail, voilà, on aura une société qui sera uniquement construite de gens de classe moyenne et on n'aura plus de pauvres. Euh, Du coup, est-ce que à un moment donné, se construit pas aussi l'idée, visiblement qui n'était pas le cas avant, que bah, le pauvre, c'est le feignant en fait. C'est soit celui qui ne peut pas travailler, tu vois, handicap, voilà, problème de santé, etc. Soit il a décidé de pas travailler, il est feignant, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a ce type de construction qui émerge? alors ça, c'est plus récent. Parce que, en fait, l'histoire qu'on a, c'est que donc on a d'abord ces années 60 où on croit vraiment au progrès. Enfin, c'est des années assez heureuses parce que, parce que tout le monde regarde vers le futur.
en disant peut-être qu'il y a encore des problèmes aujourd'hui, mais ça va être bientôt réglé. Et on est dans l'idée qu'on est en train de bouger. Il y a une croissance économique absolument incroyable, un équipement, tout d'un coup, on se met à avoir des frigidaires, des téléviseurs, des voitures, enfin voilà. Donc le sentiment que les choses changent, que les gens vivent très très différemment de leurs parents, que vraiment ils peuvent mesurer dans leur vie à eux à quel point l'économie est florissante. Et ça dure jusqu'aux années 70 et à la crise pétrolière. Et c'est surtout dans les années 80 qu'on voit arriver ce qu'on va appeler les nouveaux pauvres, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des héritiers de la très grande pauvreté, mais qui sont des gens qui étaient rentrés dans la classe moyenne et qui en sont écartés parce qu'ils se retrouvent au chômage. C'est la croissance du chômage à ce moment-là qui est frappante. Donc on crée le RMI en 1988, et le RMI, donc il est la façon dont il est présenté à l'époque, c'est de dire il y a une crise économique internationale, on n'y peut rien, et certains sont victimes de ça et se retrouvent très pauvres, mais c'est pas de leur faute. Et c'est vraiment le discours à ce moment-là n'est pas du tout de jeter la pierre aux gens qui sont au RMI, mais de dire on n'a plus de travail pour tout le monde, donc il y a des gens qui se retrouvent sans travail et appauvris, et on doit les aider. Et c'est pour ça que le RMI est voté à l'unanimité. De l'extrême gauche à l'extrême droite, tout le monde. Incroyable, je savais pas ça. Si, j'avais loupé ça dans mes cours d'histoire. Non, c'est pas du tout. À l'époque, il y a un consensus très fort sur l'idée que on doit venir en aide à ces gens, et donc on les accuse pas du tout de profiter du système. Ça vient plus tard. Ça vient relativement vite, hein. Mais ça vient dans les années 90, okay. Où là... Tu me rassures. Voilà, où on va commencer à dire, mais voyons, mais il y a des gens sans travailler, ils gagnent presque autant que ceux qui sont au SMIC, et cette petite musique va monter. En parallèle, on va avoir des travaux d'économistes qui vont parler de trappe à pauvreté. Ça, je pense que tu as eu des cours à Sciences Po là-dessus. Alors dire... non, mais j'en ai. C'est un thème que j'ai découvert il y a pas longtemps en fait, les trappes à pauvreté. Je m'intéresse beaucoup à la pauvreté parce que moi-même, je pense que j'ai dû déconstruire énormément de croyances sur la pauvreté comme sur la richesse. D'ailleurs, j'en parle régulièrement dans ce podcast. Voilà, moi, j'ai pas côtoyé la grande pauvreté. Mes parents ne sont classe moyenne, on va dire aisée, et j'avais mes propres choses à déconstruire sur la pauvreté. Donc, c'est un sujet auquel je me suis pas mal intéressée. Non, mais donc... moi aussi, je m'intéresse beaucoup à la pauvreté. Ouais. Et à la... Et tu parlais des trappes à pauvreté. Oui, allez, je reviens. Donc, les trappes à pauvreté, c'est donc un concept que les économistes développent à un moment. Disons, si vous gagnez X en n'étant pas... Enfin, si vous recevez X en ne travaillant pas par une prestation sociale type RMI, et que si vous prenez un travail, vous gagnez X plus 1, en fait, vous n'avez pas intérêt parce que ça ne va pas vous donner assez. Même parfois, ça va être coûteux pour vous de reprendre un travail parce qu'il faudra faire garder payer les votre enfants, essence, faire garder les transport, enfants, etc. Ouais. Donc, c'est une petite musique qui va être de plus en plus importante. Alors, c'est pas forcément des gens qui veulent dire du mal des pauvres qui disent ça. C'est plutôt des gens qui disent il faut que les salaires minimums soient plus élevés, ou bien il faut repenser les prestations sociales qui sont trop rigides et qui justement mettent les gens en difficulté parce que si vous sortez du RMI parce que vous retrouvez un emploi pour un mois et puis que vous revenez le mois d'après, en fait ça vous fait une paperasse énorme, vous avez des délais, donc vous vous retrouvez très 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 embêté. Donc c'était plutôt une critique de l'organisation du système. Mais ça a été pris un peu à l'envers, dans l'idée, les gens ne veulent pas reprendre le travail parce qu'ils sont trop bien dans leur situation de RMiste. Et c'est cette logique-là qui va conduire au RSA. Le RSA étant censé lutter contre ces difficultés en disant on va continuer à verser un peu de la prestation si les gens reprennent un travail. Donc, vous passez pas de tout à rien,
mais vous pouvez être au SMIC et continuer à avoir un bout de RSA parce que, il y a plein de façons de le calculer selon votre organisation, enfin, votre composition Oui, familiale. c'est très simple, évidemment. Et voilà. Toujours très simple. Donc, le RSA était une mesure un peu pragmatique pour lutter contre les trappes à pauvreté. Ça a été un objet de débat énorme, puisqu'il y avait aussi des gens qui disaient, en fait, vous vous trompez, quand on fait des enquêtes auprès de gens au RMI, il y en a très, 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 très peu, même pas 1%, qui calculent comme les économistes. Parce que le travail, c'est pas juste de l'argent, mais c'est la participation à la vie collective. Et quelqu'un qui n'a pas de travail préfère un travail qui peut-être ne lui rapportera pas beaucoup d'argent, même parfois lui en fera perdre au début, mais il se sentira exister, il aura une vie sociale, il aura, quand on lui demandera qu'est-ce que tu fais dans la vie, il aura quelque chose à répondre. Donc il ne faut pas penser que c'est simplement un calcul coût-avantage économique qui fait que les gens prennent ou pas un travail. Et donc, il y a eu vraiment beaucoup de débats assez virulents, de gens qui se sont beaucoup fâchés. Et voilà, le RSA, par contre, a dit on va faire autrement. Mais ce que je regarde, c'est que tout ça est allé avec une mise en cause de plus en plus nette des gens en situation de pauvreté. En disant de plus en plus, c'est des gens qui ne veulent pas travailler. Il y a eu aussi un autre thème qui a commencé à la fin des années 90 et qui prend une ampleur croissante, c'est celui de la fraude. Donc, avec des reportages en disant il y a des gens qui touchent 5 RSA, qui sont milliardaires, qui se font construire des maisons avec piscine. Il y a peut-être eu il y a des cas de fraude, hein, c'est tout à fait vrai, mais c'est quand même pas la majorité des gens. Mais ça a été aussi un discours alimenté pour de plus en plus considérer que beaucoup de problèmes que tout le monde vivait venaient des plus pauvres. Et c'est assez paradoxal. On passe mais assez vite entre la fin des années 80, une période où on dit les plus pauvres, c'est la situation économique qui les a mis dans cette situation-là. C'est pas de chance, voilà, faut les aider. C'est ça, il faut les soutenir le temps qu'ils se retournent et qu'ils retrouvent une situation. Et 15 ans après, c'est quasiment si les gens souffrent, c'est parce qu'il y a des plus pauvres qui abusent et qui prennent l'argent public. Et dans la même thématique, il y a aussi le pauvre qu'il faut protéger de lui-même, le pauvre qui est pauvre à cause de son comportement, en fait, et notamment de son comportement vis-à-vis de la consommation. Ce glissement, il se fait quand, à ton avis? Ça, c'est à la fois très ancien. On retrouve l'idée qu'il faut aider les pauvres à mieux gérer leur argent, en fait, depuis que la charité existe, d'une certaine façon. Puisque la charité, c'est quand même l'idée qu'il y a des gens qui sont au-dessus des pauvres et puis qui leur viennent en aide. Alors, il y a plein de variations sur la charité. C'est un sujet très, très, très passionnant qui renvoie aussi à la question de la religion, la façon. Dans toutes les religions, en fait, il y a des formes de charité et d'aide aux pauvres. Mais bon, donc autour de ça, on a depuis très, très longtemps l'idée qu'on doit non seulement donner de l'argent aux pauvres, mais faire en sorte qu'ils dépensent leur argent comme il faut. Qu'ils n'aillent pas le jouer, le boire, le jeter par les fenêtres. Donc, c'est relativement classique et paternaliste. Ce qui est plus récent, c'est justement une approche qui se veut moins paternaliste et plus pragmatique. Et qui n'est pas que pour les plus pauvres, qui est toute l'approche autour de l'éducation financière. Et qui, alors, ça revient à la question de la protection dont je parlais tout à l'heure, en fait, qui a été construite comme une forme de protection, justement quand on n'a plus de protection collective, il faut apprendre à se protéger tout seul. Et apprendre à se protéger tout seul, c'est apprendre à faire attention à son argent. Et ces travaux sur l'éducation financière, ils ont d'abord commencé en Angleterre, aux États-Unis, comme par hasard, dans des pays où l'État-providence se réduisait sans cesse, et où l'inquiétude... Et les pratiques bancaires aussi... Et où on a aussi des marchés bancaires très libéraux. Pas les mêmes. Oui. Avec, on va en reparler après, ça m'intéresse, tu vois, ces différences
et pourtant, je suis dans le sujet tout le temps, mais j'arrive toujours pas à comprendre cette relation au crédit que nous, on n'a pas. J'ai l'impression que c'est comme la peste. Il faut pas que ça arrive chez nous, tu vois. Et j'ai l'impression, je me demande si... Mais voilà, on en reviendra tout à l'heure, mais une de mes questions là-dessus, c'est est-ce que l'État joue un rôle pour nous protéger de tout ça aussi? Mais probablement que tu vas y venir. Oui, 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 mais en tout cas, du coup, pour revenir à l'éducation financière, c'est d'abord développer dans le monde anglo-américain autour de la question des retraites. Donc pas du tout sur la pauvreté, mais le premier enjeu, c'est qu'on a des pays où les retraites sont par capitalisation, donc il faut que les personnes épargnent suffisamment, et épargnent suffisamment sur des fonds qu'elles ont à choisir elles-mêmes. Donc nous, pour notre retraite, globalement, on n'a rien à choisir. Quand on est salarié, voilà, on sait à peine, on sait qu'il y a de l'argent qui part chaque mois pour la retraite, mais on s'y intéresse pas forcément beaucoup. En Angleterre, notamment, où il y avait un système de retraite assez proche du système français qui a été complètement transformé, tout d'un coup, les gens ont dû faire des choix. Et il y a eu une période assez désastreuse où plein de petits fonds financiers ont proposé aux gens de prendre leur épargne et de les mettre sur des fonds boursiers beaucoup plus actifs, etc. Et il y a eu des catastrophes. Donc, et aux États-Unis, pareil, le scandale Enron. On parle beaucoup de la crise des subprimes, mais on oublie Enron quelques années avant, où c'est un fonds de pension énorme qui s'est effondré, et ça veut dire que concrètement, des gens qui avaient épargné toute leur vie n'ont plus $1 pour leur vieillesse. Donc ça inquiète évidemment beaucoup à la fois les gouvernements, mais l'OCDE qui s'est beaucoup investi dans cette question de l'éducation financière. Et donc le point de départ, c'était les retraites, c'était de dire aux populations de pays où les retraites avaient été beaucoup transformées, de leur dire, regardez le système de retraite et ne pensez pas que vous êtes protégé correctement, allez voir combien vous avez mis, prenez des décisions, mettez-vous avec votre mari ou votre femme autour de la table et vraiment regardez de quoi il en retourne. Et ça, c'est avant la crise des subprimes que ça commence. Et la France, là-dessus, se dit, moi, je suis pas du tout concernée par ça. Moi, j'ai un pays avec des retraites par répartition. Notre problème, c'est la réforme de ces systèmes de retraite, etc. Mais c'est pas l'éducation des personnes, parce que c'est pas les personnes individuellement qui font leur choix. La crise des subprimes arrive, et là-dessus, ça va se marier, ces questions de retraite, avec les questions d'endettement, qui jusque-là n'avaient pas tellement été prises en compte, et les questions de pauvreté. Et ce qui va être un moyen de faire un peu grossir le sujet de l'éducation financière en faisant venir plein d'autres pays, des pays pour qui le système de retraite n'est pas au cœur du problème. Et donc là, la France, elle, va attraper, disons, les enjeux d'éducation financière, d'abord autour de la pauvreté et du surendettement. Et donc, va développer beaucoup de cours, enfin, bon, pas beaucoup, parce que ça prend très très longtemps en fait. C'est très récent en France qu'il y ait une politique d'éducation financière. Et c'est surtout centré, et c'est marrant, j'ai été beaucoup à des conférences de l'OCDE où on voit tous les pays du monde qui envoient leurs représentants parler des politiques publiques, et c'est des gens de très haut niveau, c'est des ministres ou des représentants des ministres qui viennent expliquer ce qu'on fait dans leur pays. Et donc il y a les pays, disons, libéraux à travers le monde qui disent, nous, on conscientise en gros nos classes moyennes à la gestion de leur argent. Et puis la France qui dit, pendant très longtemps, la France disait, nous, on fait de l'éducation financière parce qu'on veut que les gens comprennent mieux les décisions du ministre de l'économie. Donc, à peu près rien à voir. On veut que les gens aient compris ce que c'est que l'inflation et ce que c'est qu'un taux de croissance. Et puis, on veut que nos pauvres aillent mieux. Mais donc, c'est complètement en décalage avec la logique internationale. Et du coup, quelque chose qui reste relativement paternaliste aussi. Donc, toujours dans cette idée que les pauvres, si ils gèrent mieux leur argent, ils pourront s'en sortir. Bon, ça a quand même... ça a un peu évolué, là je caricature un peu, parce que depuis une dizaine d'années, il y a plein
d'acteurs à la fois associatifs, à la Banque de France et aussi dans le monde bancaire qui réfléchissent à créer des programmes, des dispositifs pour accompagner les gens dans leurs problèmes budgétaires et pour à la fois, enfin il y a plein de choses à faire hein, quand les gens ont des problèmes budgétaires. Il y a évidemment prendre leur budget, regarder comment ils pourraient mettre les choses en meilleur ordre. Mais il y a aussi parfois négocier avec les créanciers, s'apercevoir qu'il y a un forfait téléphonique complètement dingue et que on appelle. Quand la personne appelle, elle arrive à rien, mais si c'est un intermédiaire, c'est plus facile de comprendre le problème et d'essayer de le transformer. Il y a aussi l'accès au droit, de dire aux gens, mais en fait, dans votre situation, vous avez droit à telle ou telle aide que vous pouvez, à laquelle vous pouvez accéder. Et puis globalement, d'être là pour accompagner les gens, pour les, comme j'imagine que tu le sais, quand les gens ont des problèmes d'argent, souvent ils les regardent pas. Enfin, plus, et c'est pas qu'avec l'argent d'ailleurs, hein. Plus on a des problèmes et moins on a envie de vraiment se pencher dessus. Et donc l'éducation financière, c'est aussi ça. Et d'ailleurs, il y a un terme peut-être qui est plus adapté, qui est l'accompagnement budgétaire et qui est moins paternaliste justement, parce que l'idée d'éducation, c'est toujours l'idée que les gens ont besoin de savoir plus. L'accompagnement, c'est davantage se dire que dans des périodes difficiles, avoir quelqu'un sur qui s'appuyer, avec qui parler, et puis avec qui ouvrir un peu toutes ces enveloppes qui se sont accumulées et qu'on a laissées de côté, c'est plus facile que d'attendre toujours le lendemain où on se dit que bon, on a mieux à faire aujourd'hui. Ce qui, à mon sens, tu vois, moi je suis assez critique par rapport à ça et c'est vrai que, en fait, c'est une politique publique de sauvetage pour moi. On n'est pas dans une politique publique d'éducation ou de prévention. Alors, il y a des petites initiatives où on va dans les classes de 4e, on fait des petits quiz et machin. Bon, voilà. ça en dit long sur ce que j'en pense, voilà. Mais disons que moi, j'ai découvert aussi en faisant ce podcast que les problèmes d'argent ou les problèmes avec l'argent n'étaient pas l'apanage des pauvres. C'est-à-dire qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent et ne plus avoir grand-chose sur son compte dès le 10 du mois. D'ailleurs, il y a très peu de temps, je relisais encore tout à l'heure mon compagnon qui m'envoie une enquête qui est sortie, qui a été faite par l'IFOP et Finfrog, diffusée dans le Parisien, qui date de mars, là, le mois de mars, le mois dernier, qui disait la moitié des Français qui gagnent moins de 2000 euros ont moins de 100 euros sur leur compte le 10 du mois. Et 2000 euros, c'est le revenu médian en France. Alors, quand ils disent moins de 2000 euros, bah, il y a aussi les gens qui gagnent 1000, il y a aussi les gens qui gagnent 1100. Mais voilà, moi, ce que je reproche à ces politiques, c'est qu'effectivement, on arrive quand il y a le feu et on va essayer d'éteindre le feu. Mais il y a peu ou pas d'éducation. Et je suis d'accord avec toi que peut-être le mot éducation est problématique parce qu'il est justement très paternaliste, mais il n'y a pas ou peu d'éveil. Ma question c'était, et toi tu dois avoir la réponse, est-ce que tu es comme dans les années 60 ou avant, il y avait des cours de couture, il y avait des cours de mécanique à l'école. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné des cours de gestion de l'argent du foyer? On va dire probablement qu'à l'époque c'était plus pour les femmes, mais est-ce qu'il y avait ça à un moment donné Alors il y avait l'enseignement ménager qui avait donc une dimension comment je fais en sorte avec ma petite bourse que mon mari m'a gentiment donnée, voilà. de pouvoir Pour qu'il soit satisfait de moi quand je faire reviens. un bon repas. Voilà, c'est ça. Exactement. Et c'est oui, c'est ancien. On parle toujours de Madame de Maintenon, donc ça remonte au XVIIIe siècle, qui, pour les jeunes filles de la noblesse déclassée, avait construit, même c'est le XVIIe siècle, avait donc créé son école où elle recevait ces jeunes femmes pour leur apprendre à tenir leur rang malgré leur manque d'argent. Donc oui, ça existe depuis longtemps et même on a des manuels à destination des jeunes mariés et eux pour apprendre à tenir sa maison, à ne pas trop dépenser. Et ça fait partie du savoir-faire d'une maîtresse de maison.
Et ça, alors, ça a jamais été à l'école. L'apprentissage à la Troisième République, c'est l'apprentissage à l'épargne. On avait le maître distribuait des cartes où les enfants collaient des timbres de 1 centime. Et puis, quand ils avaient 100 timbres de 1 centime, ils pouvaient aller déposer sur leur livret d'épargne 1 franc. Donc c'était beaucoup l'apprentissage de l'épargne, avec plein d'exercices de mathématiques qui valorisaient l'épargne. On peut retrouver des exercices du type un ouvrier qui gagne 2 francs par jour va au bistrot et dépense 30 centimes en bière tous les jours. Combien aurait-il économisé s'il n'avait pas dépensé cet argent, enfin, ce genre de choses. Donc on voit que c'est très 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 moral, et puis toujours centré sur les ouvriers qui font n'importe quoi, et une différence homme-femme tout à fait nette. Le problème de ça, c'est que ça marche pas avec les sociétés actuelles où c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas juste on a de l'argent, on le dépense ou on l'épargne, mais on a des crédits, on a des anticipations importantes à faire. Par exemple, est-ce qu'on a intérêt à louer ou à acheter? Voilà, ça peut être une question c'est pas du tout simple comme question. Ça dépend de plein d'éléments. Et ça, l'apprendre à l'école, c'est loin d'être évident. Et ce dont on se rend compte quand même dans les différents programmes d'éducation financière qui existent, c'est que l'apprentissage à l'école n'a pas beaucoup d'effet. Parce que ce qui marche, c'est au moment où les gens sont devant un problème. Là, ils sont très attentifs et ils retiennent ce qu'on leur dit. Mais si on fait des cours, genre à des enfants de 14 ans en leur disant alors est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer, en fait ça marche pas du tout. Donc l'enjeu, c'est de trouver à quel moment la personne a besoin d'avoir l'information, de s'assurer qu'elle ira la chercher, qu'elle sait qu'elle peut aller la chercher si elle en a besoin, et puis après évidemment de la guider correctement, et donc que ce soit pas non plus fait par des gens qui ont intérêt à le faire, ce qui est l'autre problème. Si les seuls qui vous donnent des conseils financiers, c'est vos banquiers, par exemple, les banquiers, ils ont plein d'autres intérêts que le vôtre. Ils peuvent aussi avoir le vôtre à un moment. Mais si vous avez de l'argent à placer, par exemple, est-ce que votre banquier, qui lui a des objectifs de vente de produits financiers, c'est la meilleure personne pour vous l'indiquer? Peut-être pas, mais en même temps, c'est la seule à qui vous avez accès. Et voilà, donc aujourd'hui, effectivement, les politiques publiques, elles sont loin d'être complètes, hein, et en particulier en France, elles sont très très minimales, hein, parce que oui, il y a quelques petites choses avec l'éducation nationale. Moi, ce qui me paraît le plus concret, par exemple, c'est j'ai vu des exercices de maths où on se met dans le programme de maths, donc on ne complique pas trop la vie des profs de maths, mais on met des exercices qui sont plus liés à la vie quotidienne. Tout à fait. Donc, par exemple, on compare 2 forfaits de téléphone et on essaye on fait calculer à des ados 2 forfaits de téléphone pour savoir lequel est le meilleur. Donc, on leur apprend à être des meilleurs consommateurs. C'est déjà là, il y a un vrai apprentissage, et là, pour le coup, les ados, ça les intéresse, et ils le réutiliseront peut-être. Mais le passage entre ce qu'on apprend à l'école et la vie quotidienne, on le sait bien comme ancien élève, c'est pas du tout simple à imaginer. Je reviens à ma question de tout à l'heure. Est-ce que l'État, via les politiques publiques, a participé activement à nous, entre guillemets, protéger, encore une fois, d'un système bancaire ultra libéralisé? Donc nous, la carte de crédit, c'est pas du tout la norme. On appelle ça une carte de crédit, mais en fait, on a 99% d'entre nous avons des cartes de débit. On s'en rend très vite compte quand on va à l'étranger, c'est pas du tout la même chose. Quel est le rôle de l'État là-dedans? Ou est-ce que les banques, les gentilles banques, se sont auto-régulées elles-mêmes pour dire on va protéger les gentils Français de nos crédits un peu aventureux? Alors oui, évidemment pas du tout. L'histoire de la banque en France, c'est vraiment une histoire de service public. Et là, la comparaison avec les autres pays est très intéressante. L'histoire française est très française, si on peut dire, avec tous
tout le système classique de la France, c'est-à-dire un système centralisé, un système où on a une élite qui passe du monde public au monde privé. Et donc, pour le dire vite, les banques françaises, après la Deuxième Guerre mondiale, sont nationalisées, en tout cas les plus grandes banques, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, ce qui deviendra la BNP après, qui ne s'appelle pas encore comme ça. L'État dirige ces banques, enfin le ministère de l'économie dirige les banques, puisque ce sont des hauts fonctionnaires qui sont à la tête des banques. Et dans les années 60, dans cette période de grande croissance, on a besoin de plus en plus de liquidités. Et une des sources de liquidité, c'est l'argent des ménages. Et donc, il y a une volonté de s'assurer que l'argent des ménages rentre dans les flux financiers, alors que jusque-là, une partie très très importante de la population n'utilise pas le système bancaire, mais en fait vit en liquide et garde son argent sous son matelas, dans sa maison. Donc, il y a vraiment la volonté de l'État de faire rentrer l'argent dans les circuits économiques, l'argent des Français. Alors que jusque-là, la banque, c'était essentiellement des questions d'industrie, des questions, enfin, les clients des banques, c'était le monde économique. Ouais. Donc, comme les banques sont nationalisées, en fait, le gouvernement, il y a une loi bancaire qui change complètement les règles du jeu, et le gouvernement dit aux banques, maintenant, vous allez ouvrir des agences partout en France, et vous allez accueillir l'argent des particuliers avec des comptes en banque qui sont très régulés. Ce qui est décidé, c'est quelque chose qui s'appelle le NINI, c'est-à-dire que les comptes sont gratuits, et notamment les chéquiers sont gratuits, mais en échange, les banques ne rémunèrent pas l'argent qui est déposé sur les comptes. Elles rémunèrent sur les livrets, mais pas sur les comptes courants. Et donc, en quelques années, le nombre de Français qui possèdent un compte en banque explose. On était autour de 20% des ménages, on passe à 75% des ménages, entre 67 et 75, ça va très très vite. Passe par là mai 68 et des changements aussi dans le monde ouvrier, parce qu'une des revendications des syndicats, c'est la mensualisation, puisque jusque-là... Mensualisation des salaires, tu veux dire? Oui, des salaires. Parce que jusque-là, c'était la mensualisation, c'était réservé au monde du tertiaire et aux gens, plutôt les cadres. Au col blanc, oui. Et les ouvriers, eux, étaient payés à la semaine, ce qui était beaucoup moins protecteur. Parce qu'en en fait, ils avaient des contrats qui étaient souvent plus instables. Et donc la mensualisation, c'est pas juste le fait d'avoir son salaire tous les mois, mais c'est toute la stabilité qui va avec. Ce qui fait que les salaires à verser sont plus importants et qu'on oblige les entreprises à verser à partir d'une certaine somme les salaires sous forme de virement ou de chèque. Donc les gens ont besoin de compte. Donc voilà, il y a tout ça qui se met ensemble et qui fait que tout le monde ouvre un compte. Et à l'époque, le compte en banque, c'est vraiment vu comme un peu être affilié à la sécurité sociale. La banque apparaît pas du tout comme une entreprise marchande, mais comme un service administratif où si on veut aller chercher son argent, il faut aller à la banque. Et il y a très 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 peu de produits disponibles. Le crédit se fait pas dans les banques. Le crédit, ça se fait chez CTLM quand on achète des produits, des biens de consommation. CTLM qui a été aussi, CTLM, Sofinco, qui sont des entreprises qui sont soutenues par les services publics dans l'idée de développer la consommation. Le crédit immobilier, longtemps aussi, c'est des entreprises particulières, c'est pas les banques qui les donnent. Et les banques, quand elles vont avoir les clients particuliers, progressivement vont développer ces services. Et ça va être au cours des années 70. Et les années 80 vont voir une période de libéralisation. Les banques sont privatisées aussi à ce moment-là. Et là, on entre dans un système qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un système où les banques sont beaucoup plus agressives en termes marchands, veulent rentabiliser leurs clients. Alors les clients riches, elles les rentabilisent en plaçant leur argent. Les clients pauvres, elles les rentabilisent par les frais bancaires. Et ça, c'est dans les années 90, ça va être une source de très très forte tension, parce que les associations caritatives vont arriver des gens qui ont juste le RMI et quasiment tout leur RMI passe en frais bancaires, parce qu'à ce moment-là, c'est pas du tout régulé.
Donc il y a une demande, il y a le terme d'exclusion bancaire qui est fabriqué à ce moment-là pour dire il y a une autre source d'exclusion que celle qu'on connaît, c'est ce qui se passe dans la banque, qui vraiment exploite les plus pauvres en leur prenant leur argent. Et donc il y a là une demande d'intervention de l'État pour réguler ça. Et bon, voilà. Donc, après, il y a toute une histoire là-dessus. Pour ce qui concerne le crédit se libéralise dans les années 80, mais reste un crédit très, très, très prudent. Et ça, c'est en comparaison de plein d'autres pays. La prudence des banques françaises sur le crédit, elle s'explique à la fois par cette représentation du salariat, du fait qu'il faut être intégré à la société pour avoir accès au crédit. Donc il faut être un salarié stable pour avoir accès au crédit. Et le crédit vient en plus, une fois qu'on s'est organisé économiquement. Alors que aux États-Unis en particulier, où le crédit est développé depuis très longtemps, puisque la croissance économique américaine, disons, a 50 ans d'avance sur celle de l'Europe. Donc, dès le début du XXe siècle, les ouvriers sont mieux payés et ont accès au crédit. Et le crédit à la consommation, c'est aussi une manière d'écouler la production de masse qui est fabriquée à l'époque. Mais la logique aux États-Unis, c'est de voir l'accès au crédit comme un moyen de stabiliser économiquement. Et donc, quand on est en difficulté économique, on peut prendre un crédit pour passer la période de difficulté. Ce qui est complètement le contraire de ce qu'on voit en France. En France, si on est en difficulté, alors justement, il ne faut pas qu'on prenne de crédit. Et ce qui fait qu'en France, les personnes les plus pauvres ont un très, très difficile accès au crédit. Donc, je me rappelle quand j'ai commencé à discuter avec des collègues sociologues d'autres pays, ils me disaient, bah oui, mais vous, les Français, vous empêchez les pauvres de prendre des crédits. Votre système est vraiment très, très injuste. Et moi, je leur disais, mais vous, les Américains, vous avez vu votre système, vous surendettez votre population, c'est n'importe quoi. Et vraiment, et là, c'est là qu'on voit que même si on se veut pas normatif, etc., on est quand même complètement fabriqué par le pays dans lequel on se trouve. Donc alors c'est une construction assez ancienne si je comprends bien, mais encore aujourd'hui, est-ce qu'il y a un débat ou une volonté des banques de pousser pour une plus forte libéralisation, ou c'est comme tu dis, c'est les banques elles-mêmes sont dans ce système, en sont relativement fiers et finalement ils trouvent leur intérêt en ne finançant que les clients on va dire, les plus solvables, sachant qu'aujourd'hui, et tu l'as bien dit, c'est le crédit, en tout cas le crédit tel qu'on l'a connu ces 5, 6, 7 dernières années avec des taux hyper bas, le crédit ne rémunère pas les banques. Il faut être honnête là-dessus. Alors, il y a des vagues des banques françaises sur cette question-là. Donc, il y a des périodes où les banques disent qu'il faudrait qu'on ouvre plus le crédit. Il faudrait à la fois qu'on l'ouvre à plus de monde et qu'on enlève quelque chose qui est aussi assez particulier à la France, qui est le taux d'usure. Parce que dans beaucoup de pays, la régulation pour la banque du risque qu'elle prend à prêter à des gens qui sont en situation plus instable se fait par l'augmentation du taux d'intérêt. Donc, si on est très stable, on a un taux d'intérêt quasiment nul, et si on est en difficulté, on a un taux d'intérêt qui peut s'envoler, avec un système de score qui est public, avec des entreprises qui mettent ensemble toutes les informations économiques qui vous concernent pour donner un score, et les banques, quand elles vous voient arriver, elles tapent votre nom et elles voient quel est votre score et donc quel est votre niveau de risque. C'est pas du tout organisé comme ça en France, parce qu'on n'a pas de score public, les banques veulent pas du tout partager leurs informations, et elles peuvent se le permettre parce que justement on est un pays très centralisé avec des très grandes banques. Et en fait, une banque comme la BNP, elle a des millions et des millions de clients, donc elle n'a pas du tout besoin d'avoir un score public. Elle peut se contenter de vous poser quelques questions sur vous, et elle a des telles statistiques, parce qu'elle a une telle masse de la population, qu'elle peut très facilement évaluer votre niveau de risque en fonction de plein de votre caractéristiques. Donc, pour revenir, voilà, donc les banques ne veulent pas ce système de score. Le système de score, ça permet une libéralisation du système de crédit, parce que ça permet à des nouveaux entrants d'arriver.
Ça permet à des banques étrangères de venir sur votre territoire et de comprendre comment fonctionne votre population et qui est resté, qui n'est pas. Sinon, c'est quasiment impossible. Et ça, les banques se sont toujours beaucoup battues, en tout cas les plus grosses d'entre elles, contre la mise en place de quoi que ce soit qui pourrait ressembler à des éléments publics et même à des formes de fichiers qui rendraient publics tous les crédits que vous avez. En disant si on fait ça, alors soi-disant c'est pour les libertés publiques, etc., mais c'est vraiment pour des questions de marché. Donc, mais ça n'empêche qu'à certains moments, elles disent ce serait bien si on pouvait prêter à des gens plus pauvres en leur faisant payer plus cher. Et ce qu'on a vu, c'est que, et c'est marrant parce que les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, il y a des périodes où ils trouvent que c'est une bonne idée. Et en général, c'est dans des périodes de croissance économique où on se dit bah, tout va bien, allez, on libéralise un peu. Et puis hop, il y a une crise, comme il y en a quand même assez régulièrement. Mmh. Et ensuite, on se dit non, mais finalement, c'est pas mal, notre système est plutôt assez stable. Et juste avant la crise des subprimes, on est, donc la crise des subprimes, ça arrive en 2007-2008. Donc juste avant, c'est la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy est alors ministre de l'économie. Et à ce moment-là, il y a vraiment une poussée à la fois des banques, de certains économistes, du ministre aussi, pour dire il faut qu'on libéralise notre système de crédit. Les Français ne sont pas assez endettés, c'est un vrai problème pour notre croissance. Si on compare avec tous les autres pays, ils ont financé leur croissance avec l'endettement, et nous, on a un système qui est trop rigide. Et à ce moment-là, il y a un certain nombre de réformes qui sont faites, notamment, on a totalement oublié ça, mais il y a la mise en place d'un crédit hypothécaire, ces fameux crédits dont on a beaucoup parlé ensuite, qui sont des crédits où, quand on est propriétaire d'un bien immobilier, on peut mettre en gage son bien immobilier et accéder et avoir la somme euh, qui est équivalente à la valeur de notre bien. Et bon, ça se met en place en 2006-2007. Et là arrive la crise des subprimes, qui est une crise qui part justement de ces crédits hypothécaires américains qui ont été vendus de façon complètement délirante, en mettant les gens en très très grand risque, avec des modalités de crédit aussi qui font que le taux d'intérêt tout d'un coup bondit, et en n'ayant pas prévenu les gens, en ayant fait des tas de signatures. Enfin, après, on a compris comment les choses s'étaient faites. C'est vraiment été de l'escroquerie à certains stades. Donc évidemment, tout ça, tout d'un coup, s'arrête. Et on voit les banquiers français se pavaner, expliquant que grâce au système ultra prudent des banques françaises, et surtout sur le crédit immobilier, eh ben, on n'a pas de crise des subprimes en France. Et que c'est bien grâce à eux et à leur sérieux. Mais ils oublient de dire qu'un an plus tôt, ils étaient tout à fait contents d'avoir ce nouveau crédit hypothécaire. Enfin bon, bref. Donc tout ça pour dire que la crise des subprimes a un peu tué dans l'œuf ces volontés de libéralisation du crédit, et on a plutôt en fait un système qui s'est durci avec ensuite en 2010 la loi Lagarde sur le crédit à la consommation, puisque en fait, le crédit immobilier en France, c'est relativement réglé, c'est-à-dire c'est vraiment un crédit qui est réservé aux gens très intégrés, très stables. Par contre, le crédit à la consommation, lui, a une ampleur. Il est très régulé, hein, mais il est accessible à beaucoup plus de gens. Part de la population plus importante, et en particulier le crédit revolving, qui est donc ce crédit où on a une réserve d'argent et puis on rembourse et ça reconstitue la réserve et on peut de nouveau emprunter. Et ça, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les dossiers de surendettement, parce qu'on trouvait beaucoup dans les dossiers de surendettement, parce que c'est un crédit qui est très difficile à maîtriser, qui coûte très très cher, parce que dans les traites qu'on paye chaque mois, il y a très peu de capital. Donc en fait, on rembourse indéfiniment les intérêts. Et le capital finalement est minuscule, et donc on voyait des gens qui pendant des dizaines d'années en fait avaient ces crédits qui prenaient une grande partie de leurs revenus. Et la loi Lagarde donc est faite pour rendre plus clairs les engagements que prennent les gens. Et une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle oblige que le montant qui soit remboursé chaque mois soit plus élevé, pour que justement il y ait une part de capital plus importante. Et ça a comme effet que les gens les plus pauvres
ne vont plus pouvoir accéder à ce crédit revolving. Et on voit que le résultat, c'est qu'on a beaucoup moins de crédit revolving dans les dossiers de surendettement. Donc, d'abord, qu'on a moins de crédit revolving globalement, et ça a même mis en péril certaines compagnies qui vivaient beaucoup de ça. Donc, ça c'est très bien, parce que c'est un crédit qui a démontré tous les problèmes qu'il posait, mais ça va avec aussi le fait qu'il y a une partie de la population qui n'a quasiment plus accès au crédit. Et ça, moi, c'est une question qui est pour moi aujourd'hui vraiment un mystère. C'est qu'est-ce qui s'est passé pour cette population? Ces gens qui jusque-là utilisaient leur carte de crédit pour payer leurs courses, par exemple, ou pour demander de l'argent pour payer leur loyer, maintenant, comment ils font? Est-ce qu'ils se mettent en difficulté avec leur bailleur? Est-ce qu'ils ne payent pas leurs factures? Donc, disons qu'il n'y aurait plus l'étape crédit. Ils seraient directement endettés vis-à-vis de leurs fournisseurs. Donc ça, je pense que c'est une des réponses. Et d'ailleurs, ça se voit dans les dossiers de surendettement, où il y a de plus en plus de dossiers sans crédit, mais où les dettes, c'est directement vers les fournisseurs. Et puis l'autre réponse, c'est plus de privation. Ça aussi, c'est certain. Ce qui est difficile aujourd'hui, parce qu'il y a tout un pan de ton travail, je lisais des choses là-dessus où tu disais, ça c'est un mot que je vais utiliser moi, mais c'est délicat et c'est pas la même chose d'être pauvre aujourd'hui que d'être pauvre il y a un siècle, parce que il y a quand même cet enjeu d'être intégré, d'intégration au tissu social, qui fait qu'on a besoin d'un certain nombre de biens de consommation. Et cette distinction n'était pas la même, en tout cas, il y a un siècle. Et aujourd'hui, en fait, le pauvre, il doit quand même se loger, se nourrir, se chauffer, mais il doit aussi avoir une voiture, mais il doit aussi avoir un téléphone, mais il doit aussi avoir Internet. Et en fait, c'est comme si c'est une classe de pauvres non pauvres. Et on veut pas avoir de pauvres. On veut pas. C'est pas possible. Et donc les biens de consommation qui sont pas gratuits rentrent forcément dans cette discussion, et on est obligé. Donc le pauvre, il a plus de choses à financer qu'il y a un moment, ce qui le pénalise énormément, et ce qui a créé, ce qui a vu fleurir les hard discount en France, où avec cette illusion que on peut accéder à la même chose que la classe moyenne, mais à moins cher. Donc voilà, j'ai la même chose chez moi. Je peux avoir une jolie déco, je peux avoir des jolies assiettes, je peux avoir, etc. Mais je les ai eu moins chers. Je parle même pas de comment ils ont été produits. Mais c'est une pression énorme, en fait. C'est une pression énorme, la pression à la consommation. Et tu disais dans un article, je me rendais pas compte, mais que les gens qui sont pauvres, ou peut-être les chômeurs, surinvestissent leur rôle de consommateur. La consommation est une part importante de leurs activités, de leur vie, en fait, plus que les gens plus aisés au final, qui ont le moyen peut-être d'occuper leur temps à autre chose. Oui, alors, la pauvreté, de toute façon, c'est toujours compliqué parce que c'est relatif. Donc, on est pauvre parce qu'il y a des gens plus riches. Et donc, il y a plein de sortes de pauvreté. On a des gens qui sont dans la très très grande misère, qui vivent aux portes des villes, sous des tentes, etc. Donc voilà, cette pauvreté-là qu'on pensait avoir disparu, elle réapparaît. Mais il y a aussi en ruralité. En ruralité, il y a une très grande pauvreté aussi. Oui, donc il y a des gens qui sont vraiment dans la misère, qui ne mangent pas leur faim, enfin qui ont la question de l'accès aux biens de première nécessité se pose totalement. Et puis après, on a ce que certains sociologues ont appelé une classe moyenne paupérisée, qui est une autre dimension de la pauvreté, qui sont donc des personnes qui ont grandi dans la société française telle qu'elle est, enfin, voilà, avec les médias, avec l'école, etc., et qui considèrent que vivre normalement, c'est avoir un minimum de biens de consommation. Et parce que c'est ça c'est comme ça qu'on vit dans le pays auquel ils appartiennent. Et ne pas avoir ces biens de consommation fait qu'ils se sentent pauvres.
Alors, on peut le dire, et c'est pour ça que je dis que c'est relatif, parce que si on grandit dans un monde de gens ultra riches, on va se sentir pauvre parce que on n'a pas de jet privé. Alors évidemment, ça fait rire si on le dit comme ça, mais en fait, c'est toujours vis-à-vis du voisin, puisque là, c'est pas des gens qui vont mourir de faim. Il n'empêche que ça a des vrais effets sociaux. C'est que si on a l'impression que les vêtements qu'on porte sont de moins bonne qualité, ou que ça se voit, on a l'impression que ça se voit, que ce soit vrai ou pas, ça crée des complexes, ça crée un sentiment d'être moins autorisé, par exemple pour les enfants à l'école, à prendre la parole en classe. Enfin, et ça a des effets de reproduction sociale à long terme, ces enjeux-là. Et en fait, ce que je disais sur la question de la consommation, c'est que en gros, on a deux piliers classiques dans la participation économique, c'est la production et la consommation. Et très longtemps, dans la sociologie, on a regardé les gens uniquement du côté de la production. Par exemple, par les PCS, on regarde quel métier vous faites et puis on vous classe socialement selon votre métier. Donc comme s'il n'y avait que ça qui était à la source de votre place dans la société. Mais quand le travail manque et que on est durablement éloigné de l'emploi, bah, c'est le seul fil qui reste, c'est celui de la consommation. C'est par la consommation qu'on peut être avec les autres. Alors une consommation qui est bien sûr très limitée, hein, parce que quand on a très peu d'argent, globalement, on va pas faire les boutiques à longueur de journée, mais on attache peut-être une importance beaucoup plus forte justement à l'idée que ça va se voir. Et donc, on sait bien que des enfants de familles parfois très pauvres ont des vêtements plus chers que leurs copains d'école de familles moins pauvres, mais qui sont les familles moins pauvres se posent moins la question parce que leur place sociale est de toute façon assurée. Et donc, c'est voilà, les assistantes sociales souvent font ce genre de remarques en disant mais cette famille-là, je comprends pas pourquoi la mère a acheté des chaussures de ou les marque enfants ont une Game Boy. Bon, la Game Boy n'existe plus. Ou les enfants ont telle console, ou etc. Oui, avec encore cette regard un peu condescendant du pauvre qui consomme mal, quoi. Mais c'est intéressant de voir l'explication de ok, je suis dans un niveau de pauvreté qui exacerbe le sentiment de non-appartenance, c'est ça. Et donc, pour appartenir, je vais surinvestir un certain nombre de codes, alors que si je gagnais légèrement plus, je me poserais peut-être pas la question, en fait. C'est ça. Et c'est surtout vrai avec les enfants. Enfin, c'est surtout très, très fort pour les enfants, de gens qui disent pour moi, c'est pas grave, mais mes enfants n'y sont pour rien et il faut que je les protège en leur offrant un minimum de loisirs, je sais pas, de sorties en allant chez McDo ou X ou Y. Alors là, je parle pas des gens qui sont dans la très grande misère. Hein. Oui, je parle plutôt de gens qui sont soit qui travaillent ou qui travaillent avec des salaires très faibles, ou qui travaillent à mi-temps, qui ont des petites ressources. Si on n'a pas du tout de ressources, évidemment la question se pose pas. Ouais. Mais c'est des gens qui ont des petites ressources et qui ont du coup quand même une part d'arbitrage à faire et qui peuvent choisir dans les dépenses qu'ils font de faire des dépenses qui peuvent sembler disproportionnées si on avait une lecture de quelle est la chose raisonnable à faire. Et on va leur dire, mais pourquoi est-ce que vous avez pris un forfait de téléphone aussi élevé? Pourquoi est-ce que... pourquoi vous avez pris un forfait de téléphone tout court? Voilà, pourquoi est-ce que vous en avez donné un à votre enfant? Vous pouviez, si vous aviez juste besoin de le joindre, lui acheter un tout petit téléphone avec un tout petit forfait. Enfin, pourquoi ils ont Disney+, alors... pourquoi vous avez Netflix, pourquoi vous avez l'abonnement RMC Sport, voilà, c'est toujours ce truc. Exactement. J'ai le droit de regarder sur ta consommation parce que... Et ces conseils-là, ils sont très difficiles à entendre pour les personnes, en fait. Et ils sont même presque contre-productifs. Ouais. Parce que quand en plus c'est les services sociaux qui viennent vous expliquer ça, vous avez vraiment l'impression qu'on vous prend de haut, qu'on vous prend pour un imbécile. Qu'on vous dit que vous élevez mal vos enfants. Alors en général c'est aux femmes hein, qu'on fait la morale, tous ces reproches-là. Et donc voilà, et ce qui est intéressant moi j'ai suivi un peu des programmes
d'éducation financière ou de formation, disons, au budget. Ce qui marche, c'est quand on ne dit pas aux gens, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça c'est complètement inutile. Mais par contre, de dire aux gens, essayez de savoir ce que vous faites. Donc, de mettre voilà, de mettre noir sur blanc ce que vous avez à dépenser, vos ressources, et puis combien il vous reste, et après, d'avoir des espaces de liberté. Parce qu'il y a aussi ça, c'est que on ne peut pas demander aux gens d'être dans la contrainte 24 heures sur 24. C'est, enfin, il y a des gens qui le sont, enfin, c'est pas qu'on leur demande, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et même les gens dont on parle, qui achètent, qui peuvent être vus comme, par les assistantes sociales comme dépensant trop pour leurs enfants, c'est des gens qui sont dans des contraintes gigantesques. Et de temps en temps, ils achètent un paquet de gâteaux de marque plutôt que justement le paquet de gâteaux au prix minimal, et ils ont l'impression de faire une transgression incroyable parce qu'ils sont à l'euro près. Donc quand on parle de cette consommation des plus pauvres comme étant une consommation irrationnelle, il faut voir de quoi on parle. C'est pas des gens qui dépensent des centaines d'euros à faire n'importe quoi. On a beaucoup parlé de la pauvreté. J'aimerais quand même si on va le faire beaucoup plus rapidement, est-ce que tu t'es intéressé, est-ce que certains de tes travaux ont porté sur la richesse, ou peut-être des travaux de confrères, sur la représentation des riches dans notre société? J'imagine qu'elle a aussi pas mal évolué au fil des années, même si j'ai toujours l'impression, moi je dis toujours dans le podcast et dans mes programmes, il fait pas bon être pauvre, il fait pas bon être trop riche et trop pauvre en France en général. Qu'est-ce que tes travaux ont pu mettre en évidence sur les riches? Alors, les riches, c'est devenu un sujet qui passionne tout le monde, parce qu'il y en a de plus en plus, et que pendant longtemps, on les a pas du tout regardés. Et c'est devenu vraiment le sujet à la mode, les riches. Et en plus, je pense que c'est plus agréable de travailler sur les riches que de travailler sur les pauvres, pour plein de raisons. Mais pour le dire très vite, ce qui a changé, d'abord, c'est que les riches sont beaucoup plus riches qu'avant, enfin qu'avant que les années 60, mais même les années 80. Les riches ne cessent de s'enrichir, y compris en France. Et ça, c'est aussi ce qui a beaucoup changé en France, c'est que on dit toujours la France n'aime pas les riches, les Français ont un tabou avec l'argent. C'est pas si vrai. Et si on regarde les politiques fiscales, les politiques aussi des entreprises de rémunération, la France est très très haut dans les rémunérations de ses grands patrons, a des politiques fiscales qui favorisent de plus en plus les hauts patrimoines. Donc les riches ne sont pas du tout malheureux en France. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir qui porte ce discours. Et plus les gens sont riches, plus ils disent on n'aime pas les riches. Mais c'est vraiment un discours qui a été porté, et notamment à l'époque de Nicolas Sarkozy. C'est vraiment le moment où on a cette cristallisation de dire on n'aime pas assez les riches en France et c'est mauvais pour notre croissance. Toujours l'idée que tout ça va bénéficier au bien commun. Et à ce moment-là, on a des changements dans les politiques publiques, à la fois vers des politiques publiques qui parlent beaucoup plus d'argent, enfin à la fois les politiques mais aussi à l'extérieur. Il y a vraiment cette période où on est décomplexé avec l'argent, où on dit qu'on veut gagner de l'argent, que c'est bien qu'on ait des patrons qui gagnent des dizaines de millions, des joueurs de football, etc. Donc on accepte de plus en plus ces inégalités économiques. Et en même temps, et c'est ça qui est quand même très étonnant, c'est la même période où on commence à dire que les pauvres exagèrent et qu'ils fraudent. Enfin, il y a vraiment un deux poids deux mesures qui est assez frappant. Et donc aujourd'hui, la richesse, en fait, elle intéresse parce qu'on s'intéresse à la consommation des riches, qui est une consommation évidemment fascinante, parce que les gens très riches, ils ont des pratiques qui sont inaccessibles pour la classe moyenne, y compris la classe moyenne bien payée. Enfin voilà, c'est un autre monde. Donc, on regarde ça avec des grands yeux. Mais au-delà de ça, c'est aussi la
place des gens qui ont beaucoup d'argent, à la fois des individus et des entreprises, dans l'organisation du monde. Et si ça intéresse les sociologues et même les économistes, c'est que on voit un poids politique de ce groupe social des gens très riches qui a toujours été là, mais qui a pris une ampleur croissante, qui est un groupe globalisé, donc qui n'est pas avec lequel on n'a pas un débat interne sur un territoire national, mais on sait par exemple qu'il y a des cabinets d'avocats ou des banques qui envoient leurs membres voir les gouvernements et dire si vous ne changez pas votre politique fiscale, les gens très riches chez vous vont aller chez votre voisin. Donc voilà ce qu'on vous conseille. Et avec des vrais effets. Donc il y a cette idée de quelque chose d'antidémocratique, de cette très grande richesse, qui n'est pas juste une inégalité dans l'accès aux jets privés et aux îles désertes, mais qui est l'organisation générale de la vie, de quel argent on donne pour l'hôpital plutôt que pour payer pour faire des baisses d'impôts. Enfin, en fait, c'est ça qu'il y a derrière et c'est pour ça que ça intéresse les sociologues et que c'est le sujet du moment en réalité. Ok, cool. J'ai quand même envie, avant de te laisser, Jeanne, qu'on parle un peu de tes travaux du moment. Parce que le sujet de l'argent dans le couple, le sujet des différences du genre de l'argent, homme-femme, est un sujet que j'aborde régulièrement dans ce podcast. C'est un sujet qui est ultra au cœur de la vie des gens. Alors toi, tu le traites sous l'angle du féminisme et du mouvement féministe, mais au-delà de ça, il me semble que tu as travaillé aussi globalement sur la place et la sociologie de l'argent et des ménages. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes travaux du moment et effectivement de ce qui se joue peut-être plus en ce moment autour des femmes et de l'argent et de leurs revendications? Oui, alors, les revendications aujourd'hui, elles sont multiples et on a à la fois une espèce de féminisme, disons, installé dans les politiques publiques hein, qu'on qualifie un peu de mainstream. Dans les entreprises, par exemple, le fait que dans les Conseil conseils d'administration. d'administration, il y a des quotas de femmes, il y a des lois qui obligent les établissements à montrer qu'ils sont à égalité, enfin, combien il y a de femmes dans leurs dirigeants, quels sont les salaires. Donc il y a un vrai travail autour de la rémunération des femmes qui est le résultat de demandes, de chiffrage. Donc moi, je crois beaucoup que par le chiffrage et par le passage très brut par l'argent, on peut arriver à des améliorations. La limite à ça, c'est que ça ne change pas les règles du jeu. C'est qu'on reste dans le même jeu et on fait en sorte de mieux préparer les femmes ou de vérifier qu'à l'arrivée, elles sont traitées à égalité. Donc ça va passer par le fait que dans les grandes écoles ou dans les cursus scolaires, on va dire aux jeunes filles qu'il ne faut pas se décourager, qu'il ne faut pas choisir toujours les filières les moins rentables, que par exemple quand on fait des maths et qu'on est une fille, on a souvent tendance à se penser moins bonne que les garçons. Et voilà, donc à encourager les filles à avoir confiance en elles et ensuite à avoir confiance en elles pour rentrer sur le marché de l'emploi, pour demander des salaires équivalents. Donc ça, il y a une prise de conscience là-dessus et un travail là-dessus. Mais tout ça, c'est de dire, on est dans des règles du jeu capitaliste et il faut y participer mieux et égalité. Et puis, il y a toute une autre critique qui est plus complexe à mettre en œuvre, qui est de dire, ces règles du jeu sont problématiques, sont masculines, et donc le masculin, c'est pas les hommes et les femmes, mais c'est une façon de voir le monde. Et donc, c'est pas en préparant mieux les femmes à être masculines qu'on va améliorer le monde. Donc, il faut aussi penser autrement les rapports, avec moins de compétition peut-être, avec une prise en compte davantage des relations entre les personnes. Il y a tout le développement de l'économie autour du care, donc de toutes ces activités où on prend soin les uns des autres.
de considérer que ça, c'est pas une activité qui serait naturellement faite par les femmes parce qu'elles sont douces et tendres, mais de voir qu'il y a des compétences, que ça doit être rémunéré. Et que c'est pas le même style d'activité que plein d'autres activités, mais que on peut pas s'appuyer sur simplement la bonne volonté de femmes qui soit dans la famille le font gratuitement, soit le font pour d'autres familles que la leur, mais souvent à des salaires très modiques, mais que en fait on en a de plus en plus besoin. Mmh. Et notamment avec le grand âge. Enfin, il y a plein de choses, de réflexion là-dessus, de penser les activités économiques autrement. Et puis il y a aussi de retourner vers des enjeux plus autour de l'écoféminisme, de penser à la question de l'écologie en lien avec le féminisme, et là aussi de penser les activités productives autrement. Donc c'est ça qui est en ce moment. Enfin, c'est vrai que ce sont des sujets très 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 bouillonnants, avec beaucoup beaucoup de personnes qui réfléchissent à ça, qui essayent de proposer des choses. Euh, Récemment, dans plusieurs mairies, les budgets municipaux ont été présentés en termes de genre. Par exemple, à Lyon, donc l'idée c'est que les dépenses de la municipalité soit égale pour les hommes et les femmes. Alors, un exemple tout bête, la ville de Lyon s'est rendu compte que la mairie achetait des billets pour assister au match de foot de l'OL Mmh. pour les hommes, beaucoup plus que pour les femmes. Donc la mairie a décidé d'acheter autant de billets, d'autant que les femmes sont championnes d'Europe et réussissent mieux que leurs confrères, Homologues masculins, leurs oui. homologues. Mais voilà, donc il y a beaucoup de choses qui passent par cette mise en chiffres de différence d'argent homme-femme. Alors après, au sein des couples aussi, il y a beaucoup d'évolutions qui sont pas homogènes, hein, vraiment, avec beaucoup de différences selon les milieux sociaux, selon les niveaux de revenus. Mais l'idée est que les femmes aient un accès égal à leur argent, en tout cas, est considérée comme quelque chose sur lequel tout le monde est d'accord. Après, c'est toujours pas le cas. Les femmes gagnent moins que les hommes en moyenne. Mais c'est pas juste une question de combien elles gagnent, c'est que on s'aperçoit que le sentiment que l'argent qu'on a gagné est pour soi est beaucoup plus fort chez les hommes que chez les femmes. Les femmes ont plus le sentiment que leur argent doit être partagé Dans avec le leur groupe foyer. familial, Mmh. et donc qu'elles se restreignent et que peut-être s'il en reste, elles le prendront pour leur propre consommation. Tandis que on a beaucoup plus une construction liée à beaucoup de choses, hein, pas au fait que les hommes sont méchants, ce serait vraiment idiot de le dire comme ça, mais les hommes ont beaucoup plus le sentiment que quand ils ont gagné de l'argent, bah, c'est à eux, et que ils peuvent dépenser comme ils veulent pour leur loisir, et puis comme ils veulent pour leur foyer, et qu'ils donnent ce qu'ils veulent. Alors c'est beaucoup plus compliqué, hein, dans les arrangements de couple, mais on a un peu ce point de départ qui reste toujours en ligne de fond, et qui se voit beaucoup évidemment au moment des conflits. Parce que tant qu'on n'a pas de conflit dans son couple, on compte pas trop, on se dit de toute façon je l'aime, il m'aime, notre argent, mon argent c'est son argent, tout va bien. Et puis c'est au moment des séparations en fait que ces Mmh. choses que ces équivalences tout d'un coup sont plus des équivalences de est-ce que je l'aime, est-ce qu'il m'aime, mais c'est d'abord on veut faire payer l'autre, hein, le terme est très fort, hein, donc on peut utiliser l'argent comme moyen de régler ses comptes. Là aussi, on peut jouer sur les métaphores. Et puis on s'aperçoit aussi des inégalités qui se sont construites. On s'aperçoit que l'un des deux s'est construit un super livret d'épargne Mmh. pendant les 15 ans qu'on a passé ensemble, alors que soi-même, on n'a rien à côté. Euh, et donc ces questions d'égalité sont pas réglées. Après, c'est pas toujours dans ce sens-là, hein. Il y a aussi des cas où les femmes gagnent plus, des cas où c'est les hommes qui sont en plus grande situation d'inégalité, donc ce serait, enfin, c'est plus complexe. Et puis après,
la question, elle se règle aussi collectivement parce que les relations de couple sont toujours très liées à plein de choses, à l'intimité, à la psychologie de chacun. Donc, et parler d'argent dans le couple, c'est rarement quelque chose qu'on a envie de faire. On le fait parce qu'on a des questions d'argent à régler, mais voilà, on va pas commencer à dire il faut que chaque couple, avant même le premier rendez-vous, commence à expliquer sa conception de l'argent. Ce serait ridicule. Mais c'est aussi l'égalité homme-femme plus globalement dans la société qui se reflètera dans les égalités dans les couples. C'est pas chaque couple qui va régler ça individuellement. Chaque couple est aussi le reflet de comment ça se passe à l'extérieur. Ouais. Est-ce que madame qui s'occupe de la petite bourse, du budget, c'est toujours une vraie réalité et on n'est pas encore tellement revenu sur ce sujet-là? Si, alors ça, c'est frappant dans les enquêtes sur qui s'occupe de quelles dépenses. On voit que les hommes s'occupent davantage des dépenses vers l'extérieur et des grosses dépenses, et les femmes s'occupent du foyer et s'occupent des enfants. Donc c'est elles qui, évidemment, font plus souvent les courses, mais achètent les vêtements pour les enfants et pour les maris aussi, achètent le médecin, les produits de soins, d'hygiène, le médecin, etc. Il y a des choses qui sont décidées ensemble, donc évidemment, les grandes décisions qui impliquent les enjeux, enfin voilà, je sais pas, les voitures, les travaux, ce genre de choses, c'est décidé ensemble. Et puis après, il y a des choses qui sont vraiment plutôt masculines. Alors, les questions de l'entretien de la voiture, par exemple, enfin, c'est terrible parce que c'est d'un classicisme. Enfin, on pourrait ne pas faire les enquêtes et dire la même chose. Mais les enquêtes reflètent cette séparation des tâches. Et c'est là, pour revenir au point de départ sur c'est quoi la sociologie de l'argent, c'est aussi ça. C'est on prend l'argent et on regarde des choses qu'on connaît par ailleurs, mais en suivant l'argent, on voit aussi des pratiques très classiques qu'on montre par ailleurs dans la sociologie de plein d'autres façons. J'ai envie de dire la boucle est bouclée. tu nous as fait une belle fin en revenant au début. Merci Jeanne, c'était passionnant. C'est rare que je parle aussi peu dans un épisode, mais parce que c'était une vraie découverte pour moi, tout ce que tu nous as dit. Je pense que ce sera une découverte pour tous les auditeurs. Je suis ravie. Voilà. Je suis très, très contente je suis en joie pour la journée. Est-ce que, si les gens veulent s'intéresser à ce que tu fais, est-ce qu'il y a un endroit pour te retrouver, à part reprendre des cours à Sciences Po, mais je suis pas sûre que... Alors, j'ai la page sur le site de mon labo à Sciences Po, où il y a mes recherches et mes publications. Et puis, j'ai publié donc récemment ce livre qui s'appelle Les politiques de l'argent. Il y a le livre qui s'appelle Sociologie de l'argent. Il y a une nouvelle édition qui est sortie l'année dernière. Voilà. C'est là qu'on peut me retrouver, c'est dans mes livres. Exactement. Si vous tapez Jeanne Lazarus sur Google, vous accéderez à ces publications-là. Merci Jeanne, merci sincèrement. Merci à toi pour cette invitation. Je te souhaite une très bonne journée et puis aux auditeurs, on se retrouve à très bientôt. Bravo et merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Prenez du temps pour venir me partager vos impressions en message privé sur Instagram parce que j'aimerais vraiment beaucoup savoir ce que vous avez pensé et retenu de cette conversation. Au moment où j'enregistre cette introduction, je viens de terminer ma conversation avec Jeanne et je suis encore dans une forme d'euphorie qui peut-être s'entend derrière le micro. Donc je suis particulièrement enthousiaste et j'ai vraiment hâte que vous puissiez m'envoyer des messages et me dire ce que vous avez pensé de cet épisode qui pour moi est assez singulier par rapport à ce que je fais d'habitude. Et je vous avoue que j'ai déjà l'impression que c'est un épisode qui non seulement effectivement pourrait
peut-être marqué, richissime, mais aussi surtout pour moi c'est une de ces conversations d'utilité publique que j'ai eues dans le podcast, que je suis fière du coup de vous avoir proposé. En tout cas, si elle vous a plu, je vous encourage vivement à la partager au plus grand nombre. Éventuellement, vous pouvez aussi aller laisser un avis sur cet épisode ou sur le podcast, sur Spotify ou sur Apple Podcast, puisque maintenant on peut noter les podcasts sur Spotify, incroyable. Donc voilà, je sais pas vous, mais moi en tout cas ça me fait un bien fou de réfléchir, d'écouter, de faire fonctionner mes méninges, de revisiter l'histoire aussi récente de notre pays. Voilà, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.